Ici, à Paris, rue Saint-Honoré, près des Tuileries, a vécu de 1791 à 1794 Maximilien Robespierre, que beaucoup considèrent comme le mauvais génie de la Révolution. Mais derrière la légende noire, qui était le véritable Robespierre? Robespierre, pour beaucoup, c'est l'image même du dictateur, du théoricien de la Révolution, précurseur de tous les régimes totalitaires modernes. Quiconque tremble en ce moment est coupable. Sur cette gravure, Robespierre, après avoir fait guillotiner toute la France, guillotine lui-même le bourreau. Il est assis sur un cercueil et piétine les constitutions de 1791 et 1793, entouré de guillotines. Cette image est une image thermidorienne, c'est-à-dire qu'elle a été fabriquée après la chute de Robespierre, dans l'intention directe de, je dirais, discréditer bien sûr le régime, mais également en quelque sorte de dédouaner la plupart de ceux qui entouraient Robespierre et qui ont été la cause de sa chute, les thermidoriens, et parfois les plus sanglants d'entre les terroristes. Donc cette image, je dirais, a une fonction d'exorcisme. Il s'agit de représenter Robespierre comme le grand dictateur, qui est en même temps une sorte de fou, de malade politique, et qui aurait été la seule cause de la terreur. En retournant sur les lieux, dans le quartier Saint-Honoré où a vécu Robespierre, on va essayer de comprendre quelle était sa personnalité et quel a été son rôle dans la Révolution. Cette plaque, posée dans les années 1960, a dû être refaite à plusieurs reprises car elle a été vandalisée, brisée. Ce fait nous rappelle que Robespierre n'est pas un personnage neutre de l'histoire de France et que sa mémoire suscite encore aujourd'hui des polémiques. On peut entrer dans la maison et voir ce qu'il en subsiste. Alors voilà la fameuse maison de Duplay qui hébergeait Robespierre dans les dernières années de sa vie. Il est bien difficile, évidemment, quand on regarde les lieux aujourd'hui, de se faire une bonne idée du cadre de vie qu'a connu le révolutionnaire, puisque les bâtiments refaits au XIXe siècle étaient à l'origine plus bas, la cour était plus large, plus spacieuse. Et puis, juste derrière ce bâtiment, il y avait un grand jardin, le jardin d'un couvent, le couvent des Dames de la Conception. Donc évidemment, un cadre radicalement différent. Et puis également, Duplay était maître menuisier, son hébergeur. Donc il faut imaginer qu'ici, il y avait un atelier, l'atelier de menuiserie, qui a donc été un des éléments du cadre de vie de Robespierre. Nous sommes ici à Paris, au musée Carnavalet, dans un des salons du XVIIIe qui permettent d'évoquer l'atmosphère qui régnait chez les Duplay, où vivait Robespierre. Et l'on peut effectivement s'imaginer les soirées qui n'étaient pas forcément sinistres et qu'on passait, au cours desquelles les jeunes filles de la maison jouaient du piano forte, accompagnant Buonarroti qui chantait. Et on peut imaginer également Robespierre au coin du feu, le soir, lisant des extraits de son cher Jean-Jacques Rousseau, dans une atmosphère familiale, chaleureuse, incarnant parfaitement l'idéal de vertu privée qui est aussi celui de Robespierre. Élisabeth Lebas, l'une des filles de Duplay, rapporte qu'au début de chaque repas, Maximilien Robespierre demandait à l'ensemble de la famille de Duplay d'observer quelques instants de silence. Une prière, non pas véritablement, mais un moment de recueillement, de retour sur soi, pour mesurer le bonheur de vivre et exprimer dans un mouvement de confraternité l'amour des autres, bref, une manifestation de ce que Rousseau appelait la religion naturelle. On se trouve ici à l'emplacement du club des Jacobins, où Robespierre est venu presque quotidiennement pendant la Révolution française. Le club des Jacobins, qu'est-ce que c'est? C'est une société où l'on se réunit pour parler de politique, pour refaire le monde, la société française bien sûr. Le peuple qui vient là est composé de petits artisans, de petits bourgeois, d'admirateurs de Robespierre qui viennent applaudir leur héros, qui fait de grands discours fracassants où il refait, quand il n'est pas lui-même député, la politique du pays. Et cette société est relayée en province par de nombreux autres clubs des Jacobins qui forment un réseau qui s'étend sur toute la France et qui est propre à manipuler l'opinion et à faire croire au gouvernement et aux assemblées que toute la France va dans le même sens. Demandez à ce marchand de chair humaine ce que c'est que la propriété. Il vous dira en montrant cette bière qu'il appelle un navire, où il a encaissé et serré des hommes qu'il appelle vivants. Voilà mes propriétés. Je les ai achetées tant par tête. Le droit de propriété est sacré, mais il faut le limiter. Votre déclaration paraît faite non pour les hommes, mais pour les riches, pour les accapareurs, pour les agioteurs et pour les tyrans. Voilà la formule que Robespierre utilise en avril 1993
pour résumer sa conception de l'ordre social et de sa condamnation de l'inégale répartition de la propriété. C'est cette volonté de régir l'ensemble de la vie de la société qui est parfois extrêmement inquiétante. Par exemple, dans cet extrait d'un rapport à la Convention, nous voulons un ordre de choses où toutes les passions basses et cruelles soient enchaînées, toutes les passions bienfaisantes et généreuses éveillées par les lois. Il y a cette volonté de régir de façon drastique l'ensemble des pensées de la société. Mais en même temps, il faut remettre cela dans le contexte de la rhétorique du temps, qui est une rhétorique absolument partagée par tout le monde, où je dirais c'est la valeur de la vertu qui est au centre de la politique. L'idée de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme est un rappel continuel à la justice. Elle est donc sociale et républicaine. L'accusation de dictature formulée contre Robespierre est très ancienne. Elle date d'avant même la formation du Comité de salut public. Elle vient de Louvet, qui à la Convention avait lancé cette fameuse attaque qualifiant Robespierre de dictateur et de tyran. Alors je crois que s'agissant du Comité de salut public et de son rôle, cette accusation n'est pas fondée. Au Comité de salut public, il y avait une division du travail, il n'y avait pas de prééminence de l'un ou l'autre des membres, il n'y avait pas de président du Comité de salut public, mais une division entre les membres de l'essentiel des tâches. Et pourtant, la terreur, son système policier, ses arrestations arbitraires, ses exécutions quotidiennes sont attribuées par l'opinion publique au seul Robespierre. Paris comptait de nombreux endroits à guillotine, car il n'y a pas eu que des exécutions ici. Pourquoi? Parce qu'il y en avait trop, tout simplement. La terreur était un régime policier. Il y a eu énormément d'exécutions, d'ailleurs beaucoup plus de gens du peuple et de bourgeois que de nobles ou de gens du clergé. Et la place de la Révolution a été réservée aux grandes exécutions. Celle, bien sûr, de Louis XVI le 21 janvier, celle de Marie-Antoinette en octobre suivant, et puis celle de Robespierre, mise en scène avec ce goût qu'on avait au XVIIIe siècle autour de la mort, autour du mot historique qu'on peut prononcer lorsqu'on disparaît. La fin de Robespierre elle-même nous éclaire sur les principes d'un homme qui cherche à rester légaliste, réticent à l'idée de se mettre hors la loi. C'est ici, à la Conciergerie, que Robespierre a été emprisonné le 9 Thermidor. Ses collègues de la Convention l'ont décrété d'accusation au début de l'après-midi, sous prétexte qu'il aspirait à la dictature, mais également parce que les députés ont peur de Robespierre, qui a dénoncé dans son discours de la veille un certain nombre de prévaricateurs du régime. C'est également à la Conciergerie que Robespierre va être libéré par la Commune insurrectionnelle de Paris. Mais, et là nous avons un trait bien révélateur de son caractère, il ne veut pas sortir. Il sait bien qu'en sortant, il va être hors la loi. Il préfère rester en prison, avoir un procès, se défendre. C'est un avocat, rappelons-le, un grand rhétoricien. Et il a confiance dans son talent d'orateur. Mais finalement, il se laisse entraîner par l'émeute et il quitte la Conciergerie pour l'hôtel de ville au soir du 9 Thermidor. Ce document est une sorte d'instantané de l'histoire. Nous sommes dans la nuit du 9 au 10 Thermidor, à l'hôtel de ville, et Robespierre et ses partisans lancent un appel à l'insurrection auprès des sections de l'armée révolutionnaire parisienne. Un certain nombre de partisans de Robespierre ont signé le document. Robespierre s'apprête à le signer. Il commence à rédiger son nom. Les deux premières lettres sont ici, visibles en bas du document. Et il est interrompu par l'irruption des troupes de la Convention, gravement blessé à la tête. Et la tache que vous voyez en bas du document est très probablement une tache de son propre sang. Pour mater l'insurrection qui est à l'hôtel de ville, la Convention va envoyer des troupes qui partent donc depuis la rive droite des Tuileries jusqu'à la place de Grève où se tiennent les sectionnaires qui, découragés, sans ordre, ont fini par abandonner la cause. Il y a un grand orage qui éclate en fin de soirée, la soirée donc est dramatique, nous sommes au mois de juillet, il fait lourd et c'est sans coup férir que l'hôtel de ville va tomber aux mains des troupes gouvernementales. On entend à ce moment-là dans la nuit un coup de feu, ce coup de feu tiré contre Robespierre. Alors est-ce que c'est comme le veut la légende, un gendarme qui lui a tiré dessus, qu'on appelle Merda, ou est-ce qu'au contraire c'est lui qui a cherché à se supprimer, à se suicider comme un Romain face à un événement dramatique, il préfère donc mourir lui-même, on ne sait pas, en tous les cas, il est dans un état très grièvement blessé, transporté le lendemain à la guillotine avec ses partisans et sans procès sont exécutés le 10 Thermidor.
Robespierre est un disciple de Rousseau et il ne faut pas juger ni de son action ni de ses idées à l'aune des préoccupations de notre époque contemporaine. Disciple de Rousseau, disciple aussi de Montesquieu. Mais c'est un disciple créatif, tout en ayant rendu hommage au magistère de Jean-Jacques Rousseau. Robespierre sait se détacher de ce qu'il pouvait y avoir de dogmatique dans la pensée de Rousseau. Et Rousseau, qui pensait que la démocratie était impossible dans un grand État, trouve dans son disciple Robespierre un homme qui défend l'idée d'une démocratie représentative, mais d'une démocratie représentative qui, en donnant des droits au peuple, des droits sociaux et en lui assurant une éducation, permet à cette démocratie d'être une démocratie réelle. Ainsi, derrière la caricature d'un Robespierre avide de sang et de pouvoir, se dessine le portrait d'un homme complexe, confronté aux circonstances dramatiques de la Révolution française.